Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de Chara Bellet, Chara Poutine Magomedov, 12-0 en carrière. Ce monsieur est flippant et même intéressant, c'est qu'après son premier combat à l'UFC, Dana White a dit c'est le seul Dagestanais qui n'a pas de sol. Donc on va voir tout ça ensemble. En tout cas, ce monsieur vraiment a nourri de très très grandes ambitions pour la catégorie middleweight de l'UFC. C'est parti, générique. Soit. Là, ce qu'on vient de dire, Big Rusty, c'est que oui, Chara Bellet est de retour à l'UFC Arabie Saoudite, premier combat de l'année pour lui, et ça n'a pas été simple puisqu'il a changé pas mal de fois d'adversaire. La dernière fois, il y a moins de 24 heures. Ouais, il a changé 2 fois d'adversaire pour ce combat. Et je crois qu'à la base c'était Ihor Potieha. Mais enfin, de toute façon, si on vous dit les noms, je pense que vous les connaîtrez pas. Et moi non plus. Soit à part Potieha, je le connaissais pas. Et en fait, déjà, il y a premièrement un truc qu'on peut dire qui est assez intéressant, c'est, alors, vous l'aurez remarqué sur la miniature et les images qu'on a mises là, mais il a qu'un œil. Et il a vraiment qu'un œil. C'est-à-dire que l'histoire voudrait, le jour où on fera une anecdote dessus, du coup, on ira regarder ça exactement. Mais là, des petits articles que j'ai vus, l'histoire voudrait que ce soit en fait. Il était déjà, enfin, c'est pas quand il était petit ou quoi, c'était quand il était déjà en Thaïlande en train de s'entraîner et ce serait arrivé à l'entraînement. Et j'ai pour l'instant, alors j'ai pas fait des grosses recherches, mais j'ai pas trouvé un truc plus précis que ce serait arrivé à l'entraînement quand il était déjà un combattant et en Thaïlande, mais c'était avant sa carrière en MMA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'imagine il a dû prendre un coup, un petit peu comme Mike Winkeljohn, tu vois, le coach de Donald Cerrone, qui avait pris il était en train de faire les pas d'ours à un gars, le mec lui met un coup de pied dans l'œil, et en fait, le mec a perdu son œil. Donc, j'imagine que ça doit être un bail comme ça, un bail de pied dans l'œil ou un truc comme ça. Et les médecins ont essayé de sauver son œil. Je crois qu'il a subi 8 opérations à l'œil. Et en fait, ça n'a jamais marché. Et du coup, il raconte lui-même qu'à un moment donné, les médecins lui ont même dit, en fait, en soi, tout ce qui pouvait arriver de pire à ton œil est arrivé. Donc, en vrai, ça peut pas être pire. Donc, reprends l'entraînement si tu as envie. Donc, ça l'a quand même empêché de s'entraîner pendant 2 piges. Mais depuis qu'il est revenu, c'est quand même très étrange parce que alors qu'il a qu'un œil et donc normalement il n'est pas censé voir correctement, les distances, la parallaxe se fait pas bien, machin. C'est littéralement un des strikers les plus dangereux là, de la catégorie middleweight, il semblerait. Et depuis qu'il a commencé sa carrière en MMA, il est donc invaincu et il est ultra flippant, mais vraiment ultra flippant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UFC l'avait mis face à Bruno Silva, qui a un vrai test pour la catégorie middleweight dès son premier combat. Donc Bruno Silva, le dernier adversaire en date où il a perdu, mais c'était quand même Chris Weidman. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est vrai que là, j'ai un petit peu cette impression de surplace, alors que il avait à la hype cette victoire contre Bruno Silva qui posait quand même des questions, mais t'as quand même le petit verre qui fait plaisir. Et là, t'attends de longs mois pour avoir une situation où on attend plus un highlight qu'autre chose. C'est ça. Et même son adversaire initial, qui était Ihor Potieha, c'était pas une énorme avancée, voire même c'était peut-être un petit peu en dessous que Bruno Silva. Je sais pas, je me dis que l'UFC, peut-être qu'ils se disent, ah oui, parce que attends, c'est important. Il a donc qu'un œil et la théorie, alors je crois que c'était Daniel Cormier qui avait dit ça, j'ai vu, dans une discussion avec Joe Rogan ou quoi, mais c'est qu'en fait, du coup, il peut pas combattre ailleurs que là où il y a des commissions qui sont un peu molles du slip, tu vois. Mais, Rusty. Oui. Michael Bisping. Ouais. Mais Michael Bisping, il l'a caché, il me semble. Et c'est ce qu'il disait lui-même. Il le cachait aux médecins, en fait. Ouais, mais ça. Bon, là, on va partir en. Pourquoi tu pointes du doigt, toi? Je te pointe pas du doigt, toi, mais je trouve ça quand même très bizarre que ce soit ça ou l'exemple qu'on avait eu avec la fille qui avait caché son staphylocoque à l'UFC. Enfin, ça paraît vraiment bizarre, je trouve, ces délires où tu caches des choses comme ça aux médecins. Alors que, enfin, je veux dire, tu vas passer quelques petits tests de routine et quand même cacher le fait que tu sois aveugle d'un œil. Enfin, c'est quand même très simple de se rendre compte qu'une personne est aveugle d'un œil. Enfin, sans être médecin, oui, tu vois. Mais comment il expliquait ça? Parce qu'il a été en détail, Bisping. Je sais plus comment il disait ça, mais c'était vraiment à base de vraie fraude, tu vois. C'était en mode. Faudrait que je retrouve, parce que je veux pas dire des trucs qu'il a pas dit, sachant que c'est pas très légal. Mais il me semble que c'était vraiment des bails il trichait ou il demandait ou je sais pas quoi quand les médecins lui montraient des trucs avec des petites lettres et il faisait semblant de les voir en demandant. Enfin, je sais plus comment il faisait, mais lui-même disait qu'il fraudait, tu vois.
Et je pense que là, la différence, c'est que la meuf qui a un staphylocoque, un peu comme Benoît qui avait eu un staphylocoque la semaine du combat, nous-mêmes, on était en mode, ça ressemble à un staphylocoque, ça a l'air d'être un staphylocoque, mais tu vois, un peu comme Paulo Costa qui s'était râpé le pied avant son combat là contre Sean Strickland, on a tous cru que ça pouvait être un staphylocoque. Lui-même a montré en gros plan, bah, en fait non, vous voyez, c'est une éraflure, machin. Donc tu sais, t'as des petits doutes. Là, Sharapouline Magomedov, il a littéralement un œil qui est bleu en fait, tellement il est mort. Donc je pense que c'est quand même plus compliqué à vendre en mode non, non, mais tout va bien, sachant que t'as un œil qui regarde la cueillette aux champignons H24 en fait. Je Mais pense. Hein. Bisping avait ça aussi. Il a une qui est pas Maintenant, exactement de la même couleur que Maintenant, il son a un œil œil. de verre. Ok. Mais à l'époque, tu sentais. Regarde, t'inquiète, moi j'ai tout couvert, tu peux pas me baiser. Vas-y. C'est comme Yoel Romero, tu vois. Michael Bisping, et comme Chris Weidman, il y a des chocs qu'ont subi Yoel Romero et Chris Weidman qui ont fait que, tu sais, il y a eu un avant-après. Genre Romero maintenant et Chris Weidman maintenant, tu vois, il y a un œil qui est pas normal. Mais Ouais, il mais eux, voit, c'est c'est juste l'orbite, qu'il y a un c'est problème. le plancher orbital, c'est ça. Ouais, oui, bah elle était facile celle-là. Et, et donc, en fait, la différence, c'est que. Oh merde, je me suis phasé moi-même avec cette merde. Oui, la différence, c'est que donc, tu vois, bah, Michael Bisping, ça aurait très bien pu, il aurait très bien pu dire, bah, c'est exactement comme ce qui se passe avec, enfin, ça se tiendrait pas chronologiquement, mais Romero et Weidman, voilà, ils ont subi des chocs, ils sont pas aveugles du tout, c'est juste que, voilà, ça a modifié un peu des trucs, bon, c'est pas bon signe, mais ils voient très bien. Donc, je pense que tu peux filouter quand tu es visuellement là, comme ça, quand tu regardes Sharamagomedov, va filouter deux yeux qui regardent jamais au même endroit, tu vois, c'est chaud quand même. Ouais, bah intéressant de savoir comment il a filouté, parce que cacher ça quand même, et surtout le faire à plusieurs reprises, à la rigueur, tu vois, une fois pour moi ça passe, mais de dire que le mec fait... c'est quoi, c'est le combat contre Vitor Belfort, c'est ça où il a perdu la Son victoire. œil, ouais. Ouais, Ça ouais, fait c'est quoi, ça. 5 piges 5 piges à frauder les médecins. Mais Bah, c'est ça, mais. j'essayais de regarder aussi comment il avait pu frauder. Ouais, Et bah, donc à la ouais, limite, si tu veux, je continue sur oui, Sharamagomedov et c'est comme ça, pour tu peux ça. regarder sur Internet C'est si tu pour veux. ça. Et Ok. mais ça m'étonne. Enfin, et donc si Daniel Cormier l'a dit, effectivement, c'est ce qui pourrait être un problème pour lui. Mais ça va être aussi un problème avec l'UFC parce qu'à un moment donné, le gars va quand même falloir lui donner des vrais noms. Ah bah, c'est ça, mais en fait, dans la situation, même si les raisons sont totalement différentes, c'est un peu comme Ramzat, dans le sens où, ben, visiblement, il ne pourra donc combattre que dans des shows où les commissions l'acceptent. Et donc là, par exemple, c'est en Arabie Saoudite. Son premier combat, il avait lieu à Abu Dhabi, il me semble. Et j'ai été regarder les autres combats, soit c'était en Thaïlande, soit c'était au Brésil, soit c'était en Russie. C'était voilà, toujours dans des endroits où potentiellement tu peux jouer un peu quoi. Mais et c'est là où ça va être compliqué, c'est comme tu dis, si jamais donc c'est cette histoire-là que c'est bien réel et que c'est parce que son œil que les commissions ne veulent pas accepter qu'il combatte aux États-Unis, bah, c'est peut-être même pour ça que l'UFC lui donne pas encore de gros combats parce qu'ils se disent ça peut faire une Ramzat bis et ça nous met plus dans la galère qu'autre chose, tandis que là, il remplit son office de mec ultra spectaculaire. Quand tu le vois, tu sais qu'il est sur une carte, tu sais qu'il va y avoir des feux d'artifice et il remplit son office tranquillement sans que ça mette l'UFC en porte-à-faux en mode bon, bah, le mec, il est devenu top 5, il devrait avoir sa chance pour le titre, mais en fait, on peut le faire combattre qu'une fois par an, si ce n'est deux max, et pas aux États-Unis, et donc pas sur des cartes pay-per-view, c'est complexe, quoi. Mais faut le mettre face à des gars qui lui permettent de briller aussi. Là, il va faire des highlights, hein, je pense. D'autant plus que là, le gars contre lequel ils l'ont mis, Antonio Troccoli, Antonio Margheriti, c'est un gars qui n'a pas combattu depuis 2021. Il était censé combattre en 2022 et une fois en 2024. Et voilà, donc il n'a pas combattu depuis 3 ans. C'est un gars. Alors, ce qui est assez marrant, ils en ont fait, je crois que c'est The MacLife qui a fait le titre dessus. Il a une allonge qui est plus petite de 9 pouces, et je crois que c'est genre un truc genre 23 centimètres, un truc comme ça. Donc, il a 23 centimètres d'allonge de moins que son adversaire, ce qui est quand même, c'est assez rare pour être souligné, juste c'est une stat qui est marrante. Je crois que Sharamagomedov, il est à, alors attends, je vais vérifier, 1,85 d'allonge, c'est ça, et l'autre, il est à 2,8 m. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais le gars est très bon, surtout au sol, visiblement. Il a quelques victoires par KO, mais pas tant. Donc, il n'est pas très actif. Il est plutôt chaud au sol que debout. Il a une grosse allonge. Alors, en fait, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Maintenant, on peut peut-être rentrer un peu plus, effectivement, dans le style Et Sharamagomedov. j'ai la réponse pour Ah, Michael Bisping. alors,
Ok. C'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Quoi ce Bah, qu'il a fait, parce que j'ai dit. pardon? Oui, ce qu'il a fait. Toi aussi, mais pour d'autres sujets. Donc, alors, ce qu'il a fait, non, ce qu'il a fait, c'est pas scandaleux, c'est juste les tests qui sont scandaleux. Donc, j'ouvre les guillemets. Il a réussi les tests de vision parce qu'ils vous conduisent dans la salle de test parce qu'ils ne vous conduisent pas dans la salle de test avec un bandeau sur les yeux. D'abord, tu fais le test avec ton œil gauche, puis avec ton œil droit. Voilà. Oh le bâtard. Voilà. Donc en gros, il a fait je ferme les yeux, je Voilà, ferme les yeux. Ouais, exactement. Donc bon. Oh là Donc là. bon. Parce que Ouais. ça veut dire qu'il change même pas entre les deux. Donc bref. Bref. Je pense Ouais. qu'honnêtement, parce que même nous, quand on va chez l'ophtalmo, ça change. Donc je pense que même eux étaient au courant. Ils se disaient bon, on va Ouais. pas la faire à l'envers, mec. Non, mais le Bordeaux, il marche pas aujourd'hui. Voilà. Et du coup, pour Sharmagomedov, alors en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en vrai, tu disais en début de ce podcast, il a une takedown de défense qui est grosso modo du gruyère, et c'est vrai, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que le mec, il n'a jamais perdu, il explose tout le monde. Il est incapable, bah si, il peut arrêter un takedown, j'en rajoute, mais il a une défense de takedown qui est tellement poreuse que ça paraît être d'une facilité déconcertante de le mettre au sol. Mais il y a un hic. Et le hic, on l'a vu à plein effet contre Bruno Silva, c'est que, alors, si tu restes debout avec lui, tu es littéralement mort. C'est-à-dire qu'il a une jambe avant qui n'a aucun sens tellement elle est puissante et agile, et c'est rare. Normalement, c'est plutôt des gars qui font du karaté un petit peu, qui ont ce style-là, un peu à la Wonderboy Thompson ou Venom Page ou quoi, qui ont une jambe avant qui est active et efficace et létale. Lui, il est en mode Muay Thai. Et il t'envoie des jambes avant, c'est terrifiant. Tu sais jamais comment ça va partir parce que il lève la jambe et en gros, dans le même début de mouvement, ça peut être un sidekick, ça peut être bah, un type non, mais un hook kick. Et là, il a mis un KO en hook kick, c'est le coup de pied crocheté. Et il est surpuissant de cette jambe-là, ce qui fait que tu ne sais jamais comment il faut l'approcher parce que tu fais l'ombre du début d'un mouvement, d'un geste pour aller vers l'avant. Il te bombarde avec ta jambe avant, mais avec une dextérité. Il te touche où il veut, quand il veut et à pleine balle. Vraiment, c'est terrifiant. Tu sais pas quoi faire. Et Bruno Silva ne savait pas quoi faire. On rappelle Bruno Silva que c'est quand même un gars qui a combattu Alex Pereira, ouais, et qui a eu moins de mal à gérer debout Alex Pereira qu'il n'en a eu contre Magomedov. Il ne savait littéralement pas quoi faire debout en striking contre Magomedov, tellement il se faisait éclater et pilonner à chaque fois qu'il faisait un mouvement. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, première partie du combat, ça a duré 15 minutes. Genre les 7 premières minutes, c'est vraiment ça, c'est un massacre et Magomedov joue avec lui. Et à la moitié du combat, Bruno Silva se dit bon va falloir que je me mette en mode lutteur en fait, hein, même si ce n'est absolument pas mon truc parce que là je ne sais plus quoi faire. Et il le fait alors que ce n'est pas un lutteur et il le fait sans vraiment avoir de mal. Juste comme Magomedov en fait ne cache pas ses kicks, ses low kicks, bah du coup juste quand il a engagé son mouvement, bah, plusieurs fois il a fait ça. Bruno Silva lui a plongé dans les jambes et l'a mis au sol. Donc c'est très facile de mettre au sol Magomedov pour l'instant de ce qu'on a vu. Ça se trouve il a changé sa défense de takedown. Par contre, une fois que tu es au sol, tu dis ouais, c'est bon, game over, c'est plié. Sharapudin Magomedov sur son dos, c'est un enfer. Le mec ne s'arrête pas avec ses coudes, il te les met, bah, il t'explose comme ça. En plus, c'est horrible parce que tu vois les ralentis où du coup, il te met des coups de, t'es sur lui, il te met des coups comme ça sur la tête. Si tu sens que les cervicales prennent des compressions comme ça, il te met des coups de coude avec des angles, ça vient dans la mâchoire des deux côtés, il te les met comme ça, il te les met comme ça vient dans tous les sens. Au sol, il a gagné contre Bruno Silva alors qu'il était sur son dos et qu'il n'a même pas cherché ni essayé et pas réussi de toute façon à se relever. Donc c'est un peu comme Carlos Condit, c'est-à-dire que ouais, il est facile à mettre au sol, mais au sol, alors soit tu arrives à l'immobiliser, ce que n'a pas réussi à faire Bruno Silva, soit tu le calmes, ce que n'a pas réussi à faire Bruno Silva, soit c'est lui qui va te faire du mal. Et les rares moments où il y a eu possibilité de se relever pour Magomedov, il fait des bails en mode toi, donc, tu es debout, lui, il est sur son dos. Tu sais, il va te mettre des coups de pied où il se projette lui-même vers toi, vers l'avant, pour te mettre des coups de pied circulaires qui marchent. Plusieurs fois, il l'a fait contre Bruno Silva. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est terrifiant, Magomedov, c'est que à tout moment du combat, à chaque seconde du combat, il veut te faire mal. Tous les coups qu'il met sont pour faire mal. Malgré le fait qu'il a qu'un œil, il arrive à te choper tout le temps. Ses jambes sont
peut-être les plus agiles et efficaces qu'on connaisse dans la catégorie middleweight. En tout cas, ça c'est presque une certitude. Enfin, je sais pas qui d'autre y aurait. Donc, et quand tu le mets au sol, c'est facile, oui, mais enfin, bon courage pour réussir à apprivoiser le gars quand tu l'as mis sur son dos. Donc, on a envie de dire, si le gars en question, Trocoli, arrive à le mettre au sol, va falloir voir comment il le gère. Mais c'est un profil qui est vraiment unique dans la catégorie. Donc, à voir quand il affrontera des gros lutteurs, mais c'est vraiment, c'est un problème, quoi. Et il va être attendu au tournant de toute façon, parce que Dana White sera bien évidemment présent en Arabie Saoudite, donc il va falloir qu'il montre ses progrès aussi dans ce domaine. Mais moi je suis d'accord, j'attends ce combat avec impatience, et c'est un gars, même avant son premier combat UFC, physiquement déjà il intrigue les gens, ensuite vous le voyez combattre forcément, vous ne pouvez pas être indifférent, et puis il a quand même validé face à Bruno Silva, donc j'espère moi que tout ce qui va être, et puis que Dana White, des gens vont lui poser la question par rapport à la suite, s'il peut combattre dans d'autres contrées, et puis parce qu'on sait aussi de temps en temps pour les Russes c'est un petit peu compliqué aussi d'obtenir des passeports aux États-Unis, et ça peut effectivement être aussi un souci pour lui pour la suite de sa carrière. Donc on va suivre tout ça avec attention. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur Monsieur Magomedov, et peut-être quelque chose sur son surnom, le pirate? Bah alors ouais, parce que son surnom c'est Charaboulette, ce que dit dans la cage Bruce Buffer. Mais en gros lui-même se surnomme le pirate, parce qu'à un moment donné, il y a un de ses entraîneurs qui a fait putain, on dirait Barberousse, Barbarossa. Bah, c'est vrai, parce qu'il est roux et il a une barbe. Et en gros, bah, du coup, il s'est intéressé un petit peu aux pirates, à l'histoire de Barberousse, machin. Et maintenant, c'est un peu devenu son truc. C'est en mode je suis un pirate, j'arrive pour toutes les mers du monde, faites-moi combattre n'importe où. Et j'arrive pour piller tous les trésors. Enfin, il utilise vraiment ce vocabulaire-là. Il dit ça mot à mot. Je viens pour piller tous les trésors, avoir tout l'argent et la célébrité et machin. C'est moi le pirate. Enfin, c'est cool, tu vois. C'est vraiment, il arrive avec son petit truc un peu marketing, même si pour lui, il le fait pas. Je sais pas s'il le fait pour ça, mais en tout cas, ça marche, c'est cool. Et oui, il y avait un autre truc. Ah oui, par rapport à son visa. Alors, il est censé normalement jouer je crois que c'est un tueur à gages dans un film aux États-Unis bientôt. Il disait que c'est un rôle que lui avait trouvé son manager Ali Abdelaziz et tout. Ben, on va en avoir le cornet donc de est-ce qu'il peut avoir un visa pour ça, parce que j'imagine que les deux c'est des visas travail, j'imagine. Donc on va voir s'il arrive à avoir un visa, sachant que il est connu aussi pour avoir, je sais pas si tu l'avais vu la vidéo, où en gros tu sais, est-ce que c'était au Daghestan? Je crois que c'était au Daghestan, où en gros Sharapoudine était dans un centre commercial, tu sais, dans un escalator là. Et devant lui, il descendait un escalator, et devant lui, il y avait un couple. Et bah, le bouc devant lui était en train d'embrasser sa copine au calme. Et apparemment, du coup, visiblement, Sharapoudine lui a fait une réflexion que j'imagine être en mode bah, un peu de pudeur ou un truc comme ça. J'en sais rien, c'est pas ce qu'il lui a dit. Et le mec, il a absolument pas voulu en rester là. Donc, en bas de l'escalator, il l'a attendu. Ça a fait une petite échauffourée, toi-même, tu connais. Et ça en est resté là, dans le sens où ils se sont fait séparer. Sauf que Charapoudine, en fait, avec des potes, a attendu après, à la sortie. Enfin, il était à l'entrée, mais bon, bref, il l'a attendu pour le recroiser, le gars avec sa copine. Et il l'a démonté. En gros, il lui a tendu un piège. Le mec ne s'attendait pas à voir venir le coup. Donc, énorme sucker punch. Enfin, je sais pas comment on dit, un coup de pute. Et il l'allonge en un seul coup. Et ensuite, il lui met un coup gros stomp alors que le mec est inanimé au sol. Tout ça pour dire. Et en plus, en fait, comme ça, on vous fait un petit tour du proprio. Hein, voilà, comme ça, vous le connaissez très bien. Il est connu pour être très mauvais perdant et avoir très mauvais caractère. Il y a des compètes de jiu-jitsu où il se fait soumettre, il se relève et il commence à mettre des leg kicks dans le mec qui est au sol sur son dos. Compétition de grappling. Hein. Donc voilà, il est connu pour être. Voilà. Après, j'ai envie de dire normal. Mais... Hein. Ouais. Bon. Voilà, un bon pote, quoi. Et tout ça pour dire que ça peut. J'imagine que ça peut causer des problèmes pour son visa, tout ça en fait. Oui, il faut aussi. voir si au niveau judiciaire, il y a eu tout ça. Mais après, ce qui était un peu particulier, c'est que ces histoires ont fait surface à partir du moment où c'est devenu un phénomène à l'UFC. Donc je sais pas s'il a mis tout ça, comme ça. S'il a mis tout ça derrière lui à l'heure actuelle. Les casseroles, ça tombe toujours quand tu commences à avoir de la célébrité. Hein. Damn. Alors, on a terminé là-dessus. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Ciao. Ah, moi je suis Moi, je fais peut-être moins 30% minimum avec le code la sueur, contrairement à Charabelette. Ouvrez l'œil et ouvrez le bon. Il y a des promos spéciales en ce moment. Ah, mais il y a tellement de vannes à faire. Ouais, mais c'est terrible. Enfin bref, en tout cas, et donc moins 30% minimum avec le code la sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes qui font des thés glacés, boissons de réhydratation et
et boisson énergisante, comme je l'ai dit. En plus, maintenant, apparemment, Big Rusty, il y a la gamme Focus pour quand on se met à bosser. Donc à chaque fois, c'est code la sueur 5 moins 5 euros et code la sueur 10 moins 10%. Et la gamme Focus vient de sortir. I'm fucking coming for you!